Oui, shalom, shalom, Rabbi Pinchas. Alors, Donc alors, mais, alors, on va reprendre donc cette aventure extraordinaire d'entrer dans ce Bahir, le livre de la clarté, et finalement on sait qu'on rentre dans des eaux d'obscurité apparemment, et nous allons voir comment la lumière peut exister dans cette obscurité au fur et à mesure de notre étude. Alors il y a une partie de nos échanges qui sera partagée en public, de façon à ce que les gens puissent avoir une information un petit peu de cette Torah à Cana. Euh, mhm. euh, juste pour une petite introduction, avec ta permission, c'est que ta fonction, donc si j'ai bien compris, tu es déjà grand rabbin donc, dans le sud d'Afrique et tu as aussi une organisation en développement actuellement et tu as donc des projets importants aussi par rapport euh, au monde et puis également par rapport à ta communauté. Tu peux nous en dire quelques mots juste pour que les gens te connaissent un petit peu, quoi. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'opportunité de clarifier un peu les choses. En fait, je me focalise principalement sur l'histoire et même le présent de la présence juive, du judaïsme, de la Torah, de la dimension israélite qu'on peut trouver dans la partie subsaharienne de l'Afrique. Parce que malheureusement, on a l'impression que le judaïsme s'est arrêté au Maghreb et ne serait pas descendu, n'est jamais descendu dans l'histoire. Et ce qu'on fait est en fait le fruit de 5-6 ans d'expérience sur le terrain à Jérusalem, à accompagner beaucoup de gens à la conversion. C'est-à-dire que je travaille toujours, hein, mais je travaillais, on va dire, à l'époque quand j'étais plus au quotidien en Israël, en étroite relation avec la Rabbanout Harashi. Et on avait remarqué que c'est toujours compliqué de faire venir des personnes de passeport africain en Israël et d'avoir toutes les autorisations qu'il faut pour avoir un visa de conversion. Donc ça a été très compliqué. Il y a eu des détails que je te passerai qui sont plutôt une discussion entre sages et en intimité. Mais on a compris que la structure administrative, le système actuel de la Torah n'était pas fait pour absorber ou se développer sur le territoire subsaharien. Donc, on avait des millions, je ne pose pas mes mots, hein, des millions de personnes. Parce que quand je dis millions, c'est des différents témoignages que j'ai reçus de rabbins très actifs sur Internet, je ne citerai pas de nom, mais qui étaient à chaque fois surpris que les plus fidèles et les plus gros donateurs venaient d'Afrique subsaharienne et que c'était des personnes qui avaient une compréhension parfois vive de certaines notions très complexes. Et voilà, le constat est on nous a fait comprendre que c'était compliqué, que c'était pas le moment, c'était pas le timing. J'avais à l'époque mon bêta midrash qui s'appelait Botsina Kadisha, d'associer trop le travail de conversion à la partie subsaharienne. Et pour moi, c'est un crève-cœur parce que pour moi, cette partie n'est pas juste une connaissance, c'est de la famille, c'est des amis, c'est des personnes qui sont, avec qui je partage le même sang et qui sont dans une recherche constante de vérité. Et il était hors de question pour moi de rester les bras ballants et de dire, bon voilà, comme on ne veut pas d'eux, on va se débrouiller sans. Et comme toi et moi, on connaît la Torah. Souvent, il faut commencer, faire les choses et après, l'acceptation, la régulation, elle se fait par elle-même. Donc, en devenant chef traditionnel, j'ai eu accès à beaucoup d'informations sur l'histoire de ces traditions et la vérité qu'il y avait derrière. Donc, on s'est dit, on va se réunir. Donc, on a créé une fédération. J'ai fédéré à peu près 120 structures associatives, qu'elles soient de fait ou créées, et même des fois des associations de maisons, certaines tribus, pour dire, voilà, on va se réunir, on va faire une fédération, on va réunir plusieurs associations, on va voter. On a fait le vote il y a un an maintenant, c'était en juillet 2023, pour nommer un comité de rabbins. Parce que quand on parle de rabbins, parmi ces bantous-là, que j'appelle bantous israélites, il y en a beaucoup comme moi qui ont fait un parcours en France, aux États-Unis, en Angleterre, qui se sont convertis de manière très orthodoxe et qui sont devenus rabbins. Donc on est un peu la tête de gondole pour nos frères qui sont restés là-bas en Afrique, avec une compréhension profonde de ce que c'est que l'orthodoxie, mais aussi de ce que c'est que la mystique. Parce que les Africains sont mystiques, ils ont l'impression que la spiritualité est vide. Donc, les rabbins que j'ai pu former, d'autres qui étaient formés par d'autres structures ashkénazes ou quoi, on s'est réunis. On a proposé un comité de 12 rabbins ou enseignants qui avaient une vraie connaissance de la Torah et notre liste a gagné.
Donc, pour les 10 prochaines années, on est l'organe, la communauté qui représente le grand rabbinat d'Afrique. Je suis le grand rabbin, donc d'Afrique subsaharienne. On a un travail colossal parce que les tribus sont très éparpillées et l'Afrique est immensément grande. Donc, on a nommé des rabbins locaux, tous formés à Jérusalem, soit par mes soins, soit par d'autres écoles. Donc, on a fait des zones, dans la zone sud d'Afrique du Sud, Namibie, Kenya, on a la partie centrale avec le Congo, on a la partie un peu ouest avec le Cameroun, on a le Nigeria, on a le Ghana, on a vraiment cadré. Et puis on a l'extension de l'autre côté, parce que beaucoup de bantous israélites ont été emmenés en esclavage dans les Amériques. Donc que ce soit le nord ou le sud. Donc on a aussi un représentant au Brésil, Colombie, on a aussi un représentant aux États-Unis. Et dans les îles, bien sûr, les Caraïbes. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a un travail d'abord de redonner, de reconnecter ces tribus-là avec une pratique de Torah sans altérer ce qu'ils ont reçu eux, mais en leur disant un peu ce que le judaïsme est devenu. Donc, il faut faire ce lien-là entre un passé qui ne lâcheront jamais et que nous, peut-être, on doit regarder différemment pour avoir d'autres armes pour notre Torah aujourd'hui, vu les défis qu'on a et en même temps leur montrer comment le judaïsme a évolué pour que le match, la connexion puisse se faire. Donc au quotidien, c'est beaucoup de cours d'halachot, beaucoup de travail on va dire, de tri sur ce qui est ce qui est devenu la tradition africaine. Alors qu'à la base, c'est vraiment de la Mishnah, comme je l'ai dit souvent, et un travail aussi de structuration, d'avancer sur la création de communautés, et aussi la mise en place d'un Noussar. Un Noussar qui va être en respect, en rapport avec les ambitions de ceux que sont ces tribus-là qui sont restés perdus pour d'autres, mais qui se savaient israélites pour eux-mêmes, de dire, voilà, on peut faire un Noussar qui va relier la mystique, la compréhension d'une application d'Allah al-Pisod avec les beaux héritages qu'on a au niveau de la tradition. Donc tout ça, il faut redonner vie à un respect de ce que sont les gens dans leur vie quand ils pratiquent la Torah. Donc voilà ce qu'on fait avec la fédération. Donc c'est ça le Grand Rabbin d'Afrique. Donc on a un siège à Kinshasa et un siège international à Paris. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Oui, moi j'ai posé la question comme ça, vraiment d'une façon candide, il ne faudrait pas tomber dans un... Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Mais finalement, bon, finalement, on est en train de parler d'une tribu, quoi. Ou de plusieurs tribus, parce que bon, on sait très bien que Plusieurs. le judaïsme, c'est de la tribu de Yehuda, principalement après le schisme, et que les 10 tribus ennemies ont quitté Israël et ont été réparties. Tu sais de quelle tribu vous seriez, donc En fait, c'est très complexe parce que il y a la première vague la plus ancienne que j'ai pu remonter en étant au Congo et avec les Zoulous et les Lemba aussi qui sont en nord de l'Afrique du Sud. Donc, il y en a pour eux, leur connexion à la Torah, c'est les descendants des converts de Joseph et de Yaakov en Égypte. Ça, c'est ok. une première partie. Mhm. Une autre partie, eux, leur judaïsme, ils te disent, non, nous, on est connectés aux 40 ans où Moshe a été roi. On a des réminiscences de gestion de cité, de royauté, depuis le moment où Moshe Rabbeinu était roi en Eretz Couche. Après, il y a ceux qui sont reliés avec le schisme, qui disent, voilà, nous, on sait qu'on arrivait avec les 10 tribus. Donc ça, c'est par exemple les Nigériens, ceux du Nigeria. Donc en fait, on a pu retracer une présence des 12 tribus sur toute la zone étendue. Il faut savoir que c'est une zone qui fait 10 fois l'Europe. Hein. Faut imaginer la taille. Donc les 10 tribus, les 12 tribus et les 10 tribus particulièrement sur certaines zones. Donc on parle bien, par exemple, les Mbas d'Afrique du Sud. Ils ont fait des tests génétiques. Bon, on a été coupé, donc je t'écoute là pour terminer cette partie. Pour finir, en fait, on a pu retracer les 12 tribus sur différentes phases. Par exemple, au nord d'Afrique du Sud, on a les Lemba, qui sont des Bantous israélites aussi, chez qui on a pu voir des gènes de Kohanim, les mêmes qu'on a trouvés chez les Ashkénazim et les Sfaradim. Donc, on a des Kohanim, on a des Lévi, de Yehuda, on a beaucoup d'Éphraïm. Donc, on a les 12 tribus. On a pu réussir à faire une structuration, une classification pays par pays, tribu par tribu,
Parce qu'en fait, il y a personne qui connaît mieux l'histoire de cette zone-là que nous-mêmes. Donc, les gens peuvent bien venir nous donner des théories universitaires, mais pour nous, c'est notre histoire. Donc, on se prend en main, on avance, et le jour où le système sera prêt à nous accueillir, bon, on sera structuré et prêt. J'imagine les millions de personnes qui ont rejoint cette grande communauté qu'on appelle les fils d'Israël, quoi, hein. Ah oui, C'est, oui. on touche de plus en plus l'universel dans ce cadre-là. Je sais que mon maître Manitou a parlé aussi de cette relation très singulière qu'il y a avec le peuple noir, parce Mm, qu'on a une histoire quand même à peu près identique au niveau de l'exil, des choses comme ça. Bon, en tout mm, cas, on aura peut-être l'occasion de revoir cette chose-là. Puisqu'on est dans le cadre maintenant d'une étude du Bahir, dont l'auteur c'est Rabbi Nehunya Ben Akana, mm, juste encore une petite introduction, puisqu'on y est en va. Euh, quel particulier a ce Rabbi Nehunya Ben Akana, très court, hein, et en même mm. temps, puisqu'on a parlé de ça, le lien que tu fais avec ce rabbi qui est un Tana, hein, du premier siècle, premier ou deuxième siècle, en tout cas du temps du temple, hein, et justement la communauté noire. En fait, la question à laquelle on a été confronté quand il a fallu parler structuration anarchique de toute cette zone-là, de tout cet héritage-là, c'est de savoir comment il fallait comprendre la Lara. Effectivement, il y a des poskim qui sont orientés SOD, comme le Ben Ishraï ou certains écrits du Rakadosh. Mais malheureusement, on n'a pas tout, toute la base alarique, on va dire, toute la compréhension qui est même liée à des livres un peu plus poussés, réservés à certains rabbins, comme Sanhedrin, comme Avodazara. Donc, on a effectivement des compréhensions alpisode de ce qui va constituer le quotidien. Mais quand on veut construire un Noussa, il faut aller beaucoup plus loin. Et on a toujours été marqué, nous, en Afrique notamment, par le fait que quand on prend un chemin de conversion ou de choix professionnel, de toujours aller là où la posture sera incontestable. Parce qu'on sait généralement comment le monde interprète nos actions ou comment le monde lit nos attitudes, alors que voilà, on a juste une couleur de peau différente. Donc on sait que par exemple, quand on se convertit, il faut aller orthodoxe ou ultra-orthodoxe, il ne faut pas aller autre chose parce que ça sera considéré comme une fainéantise et ça sera encore pire pour nous que pour les autres qui feraient le même choix. Pareil pour ce qui va concerner en termes d'halakha, on sait qu'aujourd'hui, il est interdit de contester un Tana. On peut pas. Il y a aucune permission de dire qu'un Tana a pu se tromper, a pu avoir tort. On sait que parmi les Tanaïm, il y avait des têtes de gondole et ceux qui l'étaient un peu moins. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait cette force-là d'aller enraciner notre Noussar à la sur ce que les Tanaïm avaient. Et Rabbi Nechouni, il a cette histoire particulière, c'est écrit dans l'introduction de son livre, par le rabbin qui l'a commenté. Après la Grande Assemblée, donc c'est Anshek Knesset Agdola, ils ont fini, il y avait ce qu'on appelle les Mekoubalim. Et en fait, le roche des Mekoubalim, c'était Rabbi Nechounia. Donc en fait, toute la Torah qui a pu être produite après en termes de mystique, en termes d'alacha, Rabbi Nechounia, c'était un contemporain de Rabbi Yochanan ben Zakkai, avait une compréhension de la pratique de la Torah selon le temps des Tanaïm. Donc, on est parti sur lui. Et quand on a fait ce choix-là de manière instinctive, en voulant aller prendre ce qu'il y a de plus élevé, de plus haut, de plus technique pour pouvoir avoir une marge de manœuvre plus large, on a découvert en fait un Tana merveilleux qui a passé beaucoup de temps à parler de cette couleur de rochère, couleur noire, couleur de peau des fois, cette zone de l'Afrique, on verra un passage aujourd'hui par rapport à la première Mishnah, et on s'est dit, mais en fait, s'il était dans une génération où on nous percevait différemment, on nous comprenait différemment, et on faisait même une ode à notre histoire. Et on s'est dit, non, non, c'est lui qui doit être le pilier de notre compréhension de l'Afrique. Waouh! Bon, je vais en profiter quand même pour parler un petit peu, non pas de moi, mais de la synchronicité,
l'ashgacha pratique qui fait que je suis avec toi, parce que moi je comprends pas trop ce qui m'arrive, quoi. L'histoire est très simple, c'est que bon, moi j'ai pas mal enseigné sur Internet, donc on a pas mal de 700 vidéos. Euh, J'enseignais principalement, bon, aussi bien la logothérapie que le coaching existentiel, mais en même temps des enseignements qui me rapprochaient de la question du sens, puisque ma particularité c'est le sens de la vie, en tout cas ma quête est le sens de la vie, et surtout lorsque ça se passe, quand on est dans le trouble, quand on est dans le noir. Quand on est dans Mm. le noir, on dit c'est quoi le sens, on est perdu, etc. Pourquoi ça, pourquoi la Mm. Shoah, pourquoi, etc. Ouais. Bon. Et puis au fur et à mesure de mes partages en tout cas, bon, j'ai aussi des expériences vraiment de connaître la lumière dans les ténèbres. Je t'en parlerai éventuellement en privé. Vraiment, vraiment, j'ai eu cette expérience parce que tellement j'ai enseigné la lumière dans les ténèbres qu'à un moment donné, tu me dis, bon, ok, tu as bien compris, mais est-ce que tu l'as vécu? Donc il a fallu que je le vive, quoi. Donc une fois Mm. l'avoir vécu, et puis il y a pas très longtemps, parce que j'avais l'impression à un moment donné de radoter, parce que je commençais à dire toujours les mêmes choses, les choses que je sais. Et je me suis posé la question, mais bon, à un moment donné, il faut peut-être parler de ce qu'on ne sait pas. Rentrer maintenant dans l'obscur, quelque part, de ce qu'on ne sait pas, et Mm. devant les centaines, parce que j'étais libraire, hein, donc devant les centaines de livres que j'ai, je me dis, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et j'ai médité comme ça profondément, et là je veux comprendre, parce que là c'est pour moi, là c'est vraiment très personnel, mais c'est pas que personnel. On voit bien Mm. ce qui va se passer, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, et qui doit toucher à mon sens de monde. Si j'ai besoin d'un raccourci quelque part à un moment donné, et je me suis posé la question, si j'avais un seul livre parmi tous ces livres que j'ai, qu'est-ce Mm. qui me permettrait de commencer à rentrer dans cette zone que je ne connais pas, donc enseigner ce que je ne sais pas, hein, et pour en même temps, parce que bon, le temps il est là, etc. Et j'ai eu la vision du Bahir qui est venue. Et heureusement, j'en avais un de livre du Bahir, un tout petit d'ailleurs, c'est celui-ci, qui est traduit. Bon, la Mm. traduction, elle est ce qu'elle est, elle est pas mal, mais bon, il n'y a pas de commentaire, hein. Et Mm. quand je rentre dans ce livre-là, je dis, je comprends rien, quoi. C'est quoi ce truc-là? C'est de quoi on parle, tu vois? Et, et, et comme j'ai été avec, bon, la journée du Zohar, etc., donc j'étais invité dans la journée du Zohar, puis j'ai commencé à te connaître un petit peu plus. J'étais venu te voir dans ta yeshiva de Kabbal, Mm. dans ma vieille ville, et on a avancé, et puis j'ai compris que tu étais un commentaire, un de ces rares qui est un peu spécialiste du Bahia, et il y en a très très peu. Mm. Chaque fois que je pose des questions à des gens très proches, même dans la Kabbale, Mm. je vais pas citer les noms, mais je lui dis, bon, est-ce que tu connais un peu le Bahia? Il me dit, non, ça c'est pas pour moi, non, c'est trop, je peux pas rentrer là-dedans, c'est trop, quoi. La plupart du temps, c'est énorme. Bon, voilà pour l'histoire du Bahia. Bon, alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le Bahia. Attends, Mm. je couper ici pour reprendre l'enregistrement, parce que sinon ça va être très long.